Bon, bonjour à toutes les deux. Alors, Sophie Mauclair, à nouveau, vous avez accepté de nous aider sur cette table ronde et ça permettra d'avoir un bon complément par rapport au choc de la crise dont vous parliez tout à l'heure. À mes côtés, Nathalie Malissé. Alors, Nathalie, vous êtes commissaire aux comptes au sein du cabinet Annexis à Bordeaux. Et vous êtes également membre et très active au sein de la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc, vous nous apporterez un peu le regard de l'auditeur externe sur ces risques d'entreprise. Et puis, à distance, et j'espère que ça marche, nous avons Gabriel Prévost, qui est responsable commercial grand compte chez Euler Hermès France. Gabriel, êtes-vous là? Bonjour Gabriel. Je suis là et je vous entends. Parfait, nous vous voyons très bien, nous vous entendons très bien. Alors, on a avancé de deux étapes. On a vu le choc tout à l'heure. On a parlé de la gestion de crise qui s'est passée vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, si on va un cran plus loin, qu'est-ce qui doit changer dans votre politique, dans les politiques de gestion des risques? Sophie, peut-être en boucle par rapport à tout à l'heure. Tout à fait. Donc en fait, moi ce que je dirais, c'est qu'on parle de plus en plus de risques qui sont connectés. Effectivement, Benoît l'a évoqué, les risques qui sont connectés et avec cette crise du Covid, en fait, on en a eu l'illustration parfaite. Crise sanitaire, crise économique, crise supply chain, crise cyber. Et je dirais, la première chose qu'il faut voir, c'est quand on a des risques de plus en plus connectés, il faut avoir une réponse, une approche connectée et intégrée également. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, il faut qu'au sein de l'entreprise, et ça aussi Guillaume l'a évoqué, les différentes lignes de défense en fait travaillent ensemble de manière collaborative. Il faut après que dans l'entreprise, les différents niveaux organisationnels, et ça Benoît l'a aussi évoqué, soient tous résilients à leur niveau. Et il faut enfin qu'à l'extérieur de l'entreprise soit aussi connectée et une démarche coopérative et collaborative avec ses parties prenantes qui sont les partenaires externes, les autorités gouvernementales. Donc mon propos liminaire, c'est de dire que face à ce genre de crise, faire attention à avoir cette approche intégrée. Et donc nous, en fait, chez DIS, déjà ce qu'on ne doit pas changer, mais au contraire renforcer avant de parler de ce qu'on doit changer. Ce qu'on ne doit pas changer, c'est le fait que, historiquement, on avait conçu en fait nos dispositifs gestion de risque, gestion de crise et plan de continuité, certes qui sont différents, mais de manière justement aussi connectée. Alors pour être très concrète, qu'est-ce que j'entends par là? Quand on a un pilote de cellule de crise, on va lui demander en fait de brainstormer avec son équipe pour qu'il identifie des scénarios de crise par rapport à son contexte. Et ce scénario, en fait, lui sert à quoi? Il lui sert à anticiper sur les mesures de gestion du risque pour éviter que cette crise se produise. Ça va lui servir à identifier des ressources dont il a besoin. Donc là, on fait le lien avec le plan de continuité. Et après, ça nous sert aussi à nous, au niveau du corporate, à avoir un vivier d'idées dans lequel on va venir puiser pour créer le fameux scénario de crise dont on parlait, les formations dont on parlait. Alors ça a marché, on doit le conserver. Le seul point, en fait, c'est de se dire que par rapport à ce scénario, et là je fais le lien avec les risques connectés, il faut, encore plus qu'avant, trouver des scénarios qui vont montrer effectivement qu'on est en phase d'incidents qui sont simultanés ou qui sont effectivement interconnectés. Et jouer ces scénarios-là, dans des scénarios beaucoup plus complexes qu'avant. Donc ça, c'est ce qui ne doit pas changer et qu'on doit renforcer. Ce qui a déjà changé, c'est, je dirais, le poids qui est donné à l'impact financier de nos risques, de nos décisions, de nos investissements. L'impact financier est beaucoup plus regardé qu'avant, parce que c'est assez normal, c'est qu'on a tous été impactés au niveau profitabilité, au niveau chiffre d'affaires. Et donc nous, on a constaté, en fait, chez Thales DIS, un besoin beaucoup plus important qu'avant de quantification de nos risques et une application beaucoup plus visible de notre directeur financier dans nos comités de risque. Ça, c'est notable. Ça a déjà changé. Ce qui doit maintenant changer, c'est que pour éviter effectivement ce pilotage à court terme et très orienté finance qu'on peut constater aujourd'hui, il faut qu'en tant que risk manager, on puisse redonner une vision haute et longue à nos directions. Et ce que je proposerais, mais qui n'est pas forcément vrai dans toutes les entreprises et pas non plus vrai non plus chez DIS, c'est de s'appuyer sur ces tendances macro qu'on peut observer au niveau géopolitique, macroéconomique, sociologique, pour voir comment ces grandes tendances peuvent impacter de manière positive ou négative nos stratégies. Et voir justement comment est-ce qu'on peut en tirer des opportunités
pour agir différemment et évoluer différemment. C'est toutes les projections sur les risques à 30 ans auxquelles vous pensez, enfin, ce genre de projections qui paraissaient quand même assez théoriques ou presque philosophiques il y a quelque temps. Maintenant, vous les appliquez directement. Alors, pour être très concrète, encore une fois, comprend la digitalisation. La digitalisation, c'est quoi? C'est un impact sur le mode de travail, un impact sur le mode de management, un impact sur le mode de consommation. On l'a évoqué, c'est un risque, parce que cyber, c'est une opportunité si on le gère bien, parce que fluidité, agilité. Nathalie Malissier, dans les entreprises que vous auditez, enfin, dans les nombreuses entreprises que vous voyez, quelle a été la perception, la façon dont s'est déroulée la crise, hein, et ce qu'on a vu tout à l'heure avec Sophie, et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voyez de différent dans leur gestion des risques? Alors tout d'abord, ce qu'on a pu observer, c'est malheureusement dans un premier temps une certaine naïveté. On a tous regardé la télé, on a tous vu ce qui se passait en Chine, et quand on commençait à discuter avec nos chefs d'entreprise, parce qu'on est sur la fin de l'année, on est en train de préparer la clôture des comptes, on s'interroge un peu sur la continuité. Ben oui, ça se passe en Chine, mais la Chine c'est loin. Et puis vous savez, j'ai pas forcément des clients ou des fournisseurs en Chine, donc c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, ça va s'arrêter à nos frontières. Dans une précédente table ronde, on a parlé de l'Italie. L'Italie qui est quand même un pays voisin avec qui on a des relations économiques assez importantes. Pareil, un déni s'est installé. En France, on ne sera pas touché. Et pourtant, on a quand même quelques signes qui annoncent, et on a dans les plus petites entreprises une certaine impréparation, une certaine naïveté, et puis d'un coup, ça arrive. Vous étiez en pleine clôture des comptes fin janvier, ça posait de problème à personne pour le budget 2021. Voilà, c'est la stupéfaction, d'un seul coup, tout doit s'arrêter. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, ça a été beaucoup la question qui est revenue vers les conseillers quand on n'avait pas des structures qui bénéficiaient de RM, par exemple. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? On me dit de renvoyer tous mes salariés, mais comment je vais faire? Comment je vais produire? Comment on va arrêter les comptes? Pour nous aussi, ça a été une difficulté sur l'audit. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un biais cognitif très fort, parce qu'on peut avoir tous les plans qu'on veut. On peut avoir écrit des procédures pour gérer la crise, et quelque chose de fondamental, c'est l'humain. L'humain qui est ce point qui fait qu'à un moment, ça a été évoqué dans une précédente table ronde, on appuie ou on n'appuie pas sur le bouton. Parce qu'on avait quand même, sincèrement, tous les clignotants qui étaient au rouge vif. Et pour autant, beaucoup d'entreprises ont attendu les dernières heures pour vraiment se mettre en position de gérer cette fameuse crise. Alors aujourd'hui, l'enseignement que l'on peut en tirer, c'est qu'il faut aller plus loin. Vous avez parlé de scénario, et c'est vrai que moi je me bats avec certaines entreprises, parce que l'avantage de nous, auditeurs externes, c'est qu'on a une vision qui est globale. On voit les entreprises, on fait ce qu'on appelle du benchmarking, et quand on leur dit « Non mais vous avez réfléchi à ce risque-là » « Oh non, mais ça ne me concerne pas. » Mais si, mais on l'a vu, enfin on imagine que c'est possible, il y a des entreprises qui l'envisagent. Donc pourquoi vous ne l'envisageriez pas, et vous n'êtes pas en train de préparer une réponse à ce risque-là? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de pousser les entreprises à réfléchir à tout ce qui ne serait pas possible. Sophie, une recommandation complémentaire, vous avez déjà donné des recommandations tout à l'heure, mais dans ce nouvel écosystème, justement. Alors je dirais, dans ce nouvel écosystème, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, je dirais, ramener à l'échelle de l'entreprise, je dirais qu'il y a deux pièges qu'il faut éviter. Le premier, c'est celui de la complexification. Parce que souvent, quand on est en face de situations complexes, on a tendance à avoir des réactions, des modes de fonctionnement complexes. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Il faut au contraire rester pragmatique, faire preuve de bon sens. Juste pour expliquer, on a parlé d'anticiper, c'est identifier ce qui peut nous arriver. On ne pourra jamais tout prévoir. Et quand on parle de simulation, de scénario, etc., l'idée, c'est pas de prédire le bon événement. L'idée, c'est de se dire, si on était confronté à ce genre de situation, comment individuellement, collectivement, on réagirait. Donc c'est pour apprendre aux équipes cette notion d'agilité, de résilience. Et dans ce sens-là, effectivement, que je dis, ne tombez pas dans des méga planifications de scénarios avec des processus détaillés, on l'a vu, ils ne sont pas ouverts, donc ils ne servent à rien. Donc vraiment, agir sur les comportements des hommes. La deuxième recommandation que je ferais, c'est de dire que, on a parlé tout à l'heure des biais cognitifs. En tant que risk manager, on peut être confronté à deux types de populations de managers, de dirigeants, ceux qui seront dans le déni et ceux au contraire qui sont très frileux et qui ne voudront plus prendre de risques. Et donc la recommandation au risk manager que je ferais est la chose suivante, essayez encore plus qu'avant
d'avoir une approche holistique, faites appel à des sources multiples, à des expertises multiples, à des données, à des retours d'expérience, à des bonnes pratiques, de telle façon à quand vous allez remonter une analyse à la direction, ayez en fait l'analyse la plus étoffée, la plus solide possible pour que le dirigeant ne soit ni dans ce déni, ni dans la peur de prendre des risques. Donc vraiment une approche holistique de telle façon à éclairer nos dirigeants encore plus qu'avant et permettre vraiment des prises de décision éclairées qui soient, encore une fois, ni dans le déni, ni dans un appétit au risque du très frileux. Une question, Nathalie, qui est pour vous en fait. La prochaine. Alors pourquoi pour vous? Parce que vous êtes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous vous occupez des questions cyber à la CNCC. Absolument. Alors je lis. La prochaine pandémie mondiale sera-t-elle cyber? Est-ce qu'on a un risque systémique mondial de cyberterrorisme? Sommes-nous prêts? Et c'est même précisé. Les entreprises et les assureurs sont-ils prêts? Alors, la crise cyber, c'est pas nouveau. Elle existe déjà. On en parle beaucoup, Cécile, vous savez. Ça fait plusieurs années qu'on alerte. Pour ceux qui seraient curieux, je vous invite à vous procurer un rapport, celui de l'Institut Montaigne, qui a été écrit il y a 2 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même déjà il y a 2 ans, sur justement cette tempête cyber qui pourrait arriver et qui pourrait bloquer la France entière avec relativement peu de moyens. Pour ceux qui ont été curieux, qui ont observé un peu ce qui s'est passé, oui, pendant la crise Covid, on a vu une augmentation de 700% des attaques. On a fait naître de nouvelles fragilités justement par ce manque de préparation, parce que autant dans les entreprises, on a géré le risque cyber, on était organisé, le matériel était paramétré avec des antivirus, des firewalls, etc. On avait des VPN, on a renforcé nos serveurs, bref, on se croyait super bon. Puis on a juste oublié un truc, c'est le maillon faible, c'est le collaborateur qui est chez lui, qui partage son ordinateur avec sa femme, ses enfants, qui a une box dont il n'a pas changé le mot de passe depuis son installation il y a 5 ans. Enfin bref, tout un tas de risques. Donc oui, la crise Covid a généré un nouveau type d'attaque, a augmenté, a intensifié les attaques. Et d'ailleurs, c'était une des angoisses qu'on avait, c'était de se dire toute notre économie, toutes nos entreprises ne tiennent que parce qu'on travaille à distance. Et si demain on nous coupe ce fil, le travail à distance, c'est la catastrophe parce que les gens seront chez eux et ne pourront plus travailler. Donc bien entendu, ça a été un risque sur le risque qui est venu apparaître. Alors ma réponse est non, les entreprises en France ne sont pas prêtes. Les très grosses, oui. Elles ont mis les moyens, elles ont rattrapé le retard qu'on avait peut-être il y a 10 ans, mais elles sont en place, elle fonctionne bien, il y a une énorme collaboration qui se fait avec cybermalveillance, l'ANSSI, la police, la gendarmerie. En France, on a vraiment pris à bras le corps ce problème quand on voit d'ailleurs l'intervention de nos ministres, que ce soit au FIC à Lille ou aux Assises. On s'est doté de la cyberarme. Donc c'est un sujet qui est vraiment bien géré au niveau de l'État et pas du tout au niveau des entreprises. Moi, j'en appelle aux chefs d'entreprise quand j'en parle à mes clients, à des connaissances. Je leur dis, mais vous savez, vous êtes tous potentiellement des victimes, vous êtes tous potentiellement des cibles. Moi, je pourrais vous apporter, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de témoignages d'entreprises qui ont vécu des attaques basiques, mais diablement efficaces pendant le Covid, parce que le Covid, les gens étaient éloignés, ça a été dit à une précédente table ronde, donc moins de contrôle. Mais même si vous êtes en état normal de fonctionnement, il y a quand même beaucoup d'attaques, donc il y a une vraie mission de sensibilisation à mener. Mais oui, les entreprises ne sont pas prêtes, je suis désolée de le dire. Merci Nathalie. Je pense que le message n'en finit pas d'être diffusé, mais pas toujours encore. Une question, Gabriel, que je vais vous poser parce que je la poserai pas à notre prochain intervenant qui est de chez Veolia, pour mémoire. Alors, est-ce le moment de procéder à des acquisitions? Pourquoi pas? Oui, ça peut. On le disait tout à l'heure, beaucoup de sociétés sont, j'allais dire, gorgées de trésorerie parce qu'elles ont pu lever des PGE pour certaines et que les besoins en fonds de roulement ont été atténués par le ralentissement de l'activité. Donc, il y a potentiellement une capacité de dégager du cash pour faire des acquisitions. Souvent maintenant, au début du confinement, il y avait le débat d'une courbe en U, d'une courbe en W. Aujourd'hui, on parle de courbe en K. Donc vous avez des secteurs qui vont bénéficier des suites du confinement et du déconfinement. Je pense par exemple à l'agroalimentaire qui a plutôt profité de ça, et puis des secteurs qui vont fortement souffrir pendant encore
les semestres à venir. Donc il y aura des opportunités dans certains secteurs, il y aura des sociétés qui vont s'en sortir et du coup sortir par le haut de cette crise avec potentiellement une capacité à faire des acquisitions effectivement. Une autre question qui se pose quand on se pose cette question-là, c'est de savoir est-ce qu'on va être financé, est-ce qu'on va être accompagné et par quels moyens. Est-ce que les banques vont avoir de l'appétit pour suivre une demande d'investissement d'un de leurs clients, parce que projeter des cash flows dans les années à venir, c'est plein d'incertitudes. Donc il va falloir aussi trouver les bons partenaires pour financer ces acquisitions-là. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons au terme de cette table ronde. J'ai envie de vous demander, comme au précédent, voilà, quel serait votre message fort pour les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui? On a eu des recommandations, mais là peut-être plus un résumé ou votre message. Mais le message fort, en fait, c'est de dire, anticiper pour se préparer, mais ne tombez pas dans la planification à outrance. Donc on l'a tous évoqué. Moi personnellement, je ne pense pas que pour ce genre de risque systémique, la cartographie soit la réponse, la cartographie des risques soit la réponse. On l'a tous évoqué ce matin, je pense qu'on est tous en face au sujet. Ce qui compte, c'est la gestion de crise et la préparation des hommes. Donc il faut anticiper, se préparer et ne pas tomber dans la complexification. Oui, je suis d'accord pour dire que l'humain sera la réponse. Éviter des moments de stupéfaction, en même temps éviter aussi l'angoisse, donc pas surenchérir sur ce qui peut arriver. La preuve en est, enfin, on s'en est pas trop mal sorti dans l'organisation des entreprises, tout le monde a beaucoup donné. On a vu des collaborateurs en télétravail faire plus peut-être que ce qu'ils auraient fait au bureau, parce que se rendant bien compte qu'on était dans des conditions exceptionnelles. Donc moi j'ai une certaine fierté quand même d'observer ce qu'ont pu faire les chefs d'entreprise, ce qu'ont pu faire leurs collaborateurs. Maintenant, il faut réfléchir, il faut capitaliser sur cette expérience et se préparer à tout nouveau type de crise qui pourrait arriver. C'est ça, c'est en briefant les équipes, en inculquant la résilience, en disant si ça arrive, il faut qu'on soit prêt et qu'on en souffre le moins possible et qu'on redémarre. L'enjeu, il est là, il est dans le redémarrage de l'économie. Gabriel, en un mot. Moi, je dirais qu'au chef d'entreprise de décider là où il veut mettre le poids du corps en termes d'agilité et de résilience. À mon sens, il faut distinguer ces deux facteurs et que le chef d'entreprise ou l'entreprise puisse identifier je veux avoir de la résilience en cas de choc, même imprévu, sur ma trésorerie, sur mon stock, je veux être à la pointe, au contraire, en matière de capacité de production et pas dépendre de certains fournisseurs. Voilà. Et puis les facteurs d'agilité, au contraire, ça peut être à l'inverse, je ne veux pas avoir de stock et limiter mon stock au maximum parce que en cas de crise, je n'aurai pas à court terme de problème de trésorerie. Donc voilà, je dirais identifier quels vont être mes facteurs d'absorption de choc et quel va être à l'inverse mon facteur d'agilité, de réactivité s'il devait y avoir un trou. Et puis évidemment, pour la partie ELRMS et l'assurance crédit en particulier, je dirais qu'elle peut être se préparer à la conséquence d'un impayé ou d'un retard de paiement d'un des clients majeurs ou de plusieurs gros clients, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu plusieurs fois, le too big to fail n'est plus une règle qui existe. Merci beaucoup à tous les trois.